J'ai donné mon rein à mon fils. C'est ce que tout parent ferait pour son enfant, n'est-ce pas? Mais je n'aurais jamais imaginé que derrière ce geste se cachait un plan machiavélique, minutieusement préparé pendant des mois. 3 jours après l'opération, il s'est présenté avec une pile de documents juridiques pour m'expulser de ma propre maison. La douleur émotionnelle était bien plus vive que n'importe quelle incision chirurgicale. Soudain, une femme médecin a fait irruption dans la chambre, la fureur se lisant sur son visage, et a dit quelque chose qui a fait blêmir mon fils. Ce qu'elle allait révéler allait détruire tout ce que je pensais savoir sur ma famille et me sauver d'une trahison que je n'avais pas vu venir. Avant de vous dire ce que le médecin a déclaré, dites-moi en commentaire. Donneriez-vous un organe à votre enfant? J'ai besoin de savoir si je suis le seul imbécile à avoir fait une confiance aveugle. Je me suis réveillé au son des bips des machines. Pendant un instant, j'étais désorienté. Le plafond au-dessus de moi était blanc et taché. Les néons bourdonnaient. Tout sentait fort le produit chimique, un mélange d'eau de javet et de métal qui me brûlait la gorge. Puis la douleur a frappé. D'abord une sourde courbature sur mon côté gauche, puis une explosion de feu, comme si on m'enfonçait un tisonnier directement entre les côtes. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne coopérait pas. Mes bras pesaient comme du béton mouillé. J'ai tourné la tête lentement. À ma droite, un moniteur bipait en rythme. Des lignes vertes dansaient sur un écran noir. Une perfusion pendait à une potence métallique. À ma gauche, une fenêtre. Dehors, la neige tombait à gros flocons. Paris en plein mois de décembre. Le monde semblait figé et lointain. J'étais en réanimation à l'hôpital européen Georges Pompidou. Les souvenirs me revenaient par fragments. L'opération, les formulaires de consentement, l'anesthésiste comptant à rebours, et Mathieu, mon fils, me tenant la main pendant qu'on m'emmenait au bloc. Je me souvenais de son visage, ses yeux clairs rougis par les pleurs, sa main serrant la mienne. « Papa » avait-il chuchoté. « Tu me sauves la vie. » J'ai dégluti. Ma bouche avait un goût métallique. Une fine couverture me recouvrait, mais j'avais froid. J'ai regardé vers le bas. Sous ma blouse d'hôpital, j'apercevais le bord d'un bandage. De la gaze blanche entourait mon torse. En dessous, une cicatrice de plus de 20 cm barrait mon flanc gauche, là où ils avaient prélevé mon rein. Mon rein pour Mathieu. Parce que mon fils était mourant, une insuffisance rénale terminale. Stade 4. Il avait besoin d'une greffe. Et j'étais compatible. Une compatibilité parfaite. Quel genre de père serais-je si j'avais dit non? J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Mes doigts tremblaient. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte. Une femme en blouse bleue est entrée. Une 50aine d'années, le regard doux, les cheveux gris attachés. Son badge indiquait. Catherine Roux, infirmière. Monsieur Lefebvre, dit-elle doucement. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Comme si on m'avait ouvert en deux, ai-je répondu, la voix rauque. Elle a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. C'est normal. Vous sortez tout juste de chirurgie. La douleur va s'atténuer. Hier. J'avais perdu une journée entière. Où est Mathieu? Ai-je demandé. Où est mon fils? Quelque chose a traversé son regard pendant une fraction de seconde. Puis ce fut fini. Votre fils se rétablit dans un autre service, monsieur Lefebvre, dit-elle en vérifiant ma perfusion et en ajustant ma couverture. Elle refusait de croiser mon regard. Il va bien. Est-ce que je peux le voir? Pas encore. Vous devez vous reposer. J'ai acquiescé. C'était logique. Nous venions tous les deux de subir une opération lourde. Il était normal qu'on nous garde séparés pour l'instant. Mathieu était hors de danger. C'était tout ce qui comptait. J'ai pensé aux 5 dernières années, au vide immense de la maison depuis que Hélène était partie. Quel silence. J'avais appelé Mathieu tant de fois, mais il était toujours occupé, toujours ailleurs. Jusqu'à il y a 2 semaines, quand il a débarqué sur mon palier, pâle et tremblant, me disant qu'il était malade, qu'il avait besoin de moi. Et j'avais dit oui sans hésiter, parce que c'est ce que font les pères. J'ai regardé le pansement, là où une partie de moi manquait. Ça faisait mal, mais ça en valait la peine. Mon fils allait vivre.
Cependant, quand j'ai relevé la tête, l'infirmière Catherine était toujours sur le pas de la porte à m'observer, et l'expression sur son visage n'était pas du soulagement. C'était autre chose. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée, a secoué la tête et sorti. J'ai fixé la porte close. Quelque chose ne tournait pas rond. La façon dont elle me regardait. On aurait dit qu'elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si elle avait pitié de moi. Mais pourquoi? Dehors, la neige continuait de tomber sur les toits de Paris. Les machines continuaient de biper. Et quelque part dans cet hôpital, mon fils se remettait. Du moins, c'est ce que je me racontais. 2 jours passèrent comme une lente torture. Les médecins défilaient, les infirmières vérifiaient mes constantes. Tout le monde souriait et répétait la même phrase. « Votre fils va bien, monsieur Lefebvre. Il se repose. » Je demandais à quiconque entrait dans la chambre, le jeune interne aux yeux fatigués, l'infirmière qui apportait de l'eau, même l'agent d'entretien qui vidait la poubelle. Où était Mathieu? Quand pourrais-je le voir? La réponse ne changeait jamais. Il va bien. Il se repose. Bientôt. Mais ce bientôt ne venait jamais. La douleur dans mon flanc devenait familière. Un élancement sourd qui s'aiguisait au moindre mouvement. Le 2e matin, on m'a fait m'asseoir, puis me lever. Un kinésithérapeute m'a demandé de faire 3 pas. Je les ai faits. Chaque pas me donnait l'impression de marcher sur du verre brisé. Je me moquais de la douleur. Je ne voulais que voir mon fils. Le service était d'un calme surnaturel la nuit. Trop calme. Je restais éveillé à écouter le ronronnement des machines, regardant les flocons dériver devant la fenêtre. Paris était magnifique à cette période de l'année, toute blanche, mais d'un froid glacial. Je pensais à Hélène. Ma femme était décédée il y a 5 ans. Depuis, l'appartement était devenu trop grand, trop vide. Je m'asseyais souvent à la table de la cuisine en fixant sa chaise, attendant qu'elle entre avec un café et ce sourire qui rendait tout plus sûr. Elle n'est jamais revenue. Après sa mort, Mathieu s'était éloigné. Plus d'appels, plus de visites. Je m'étais dit qu'il faisait son deuil, qu'il avait besoin d'espace. L'espace était devenu des mois, les mois des années. Jusqu'à il y a 2 semaines. Il était arrivé en pleurant, disant qu'il mourait, qu'il avait besoin de moi. Et pour la première fois en 5 ans, je m'étais senti utile à nouveau. Le 2e après-midi, on m'a transféré de la réanimation vers une chambre standard au 4e étage. Plus petite, plus calme. Catherine, l'infirmière, est venue vers 15 heures. Elle m'a aidé à m'installer dans un fauteuil près de la fenêtre. Ses mains étaient douces, mais son visage portait toujours ce même air troublé. « Infirmière Catherine, ai-je demandé, quand puis-je voir Mathieu ?» Elle a hésité, les yeux baissés sur ses mains. « Votre fils viendra vous voir demain, monsieur Lefebvre. » Demain. Le soulagement a desserré l'étau dans ma poitrine. « Merci, ai-je dit. » Elle a hoché la tête sans sourire. Elle s'est tournée vers la porte, s'est arrêtée un instant, et j'ai cru qu'elle allait m'avertir de quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Elle est partie. Je suis resté assis à regarder les lumières de Paris s'allumer. Les illuminations de Noël clignotaient au loin. Rouge, vert, or. Le monde se préparait pour les fêtes, pour les retrouvailles en famille. Demain, je verrai mon fils. Demain, je le serrai dans mes bras et je lui dirai que je l'aime. Que tout cela en valait la peine. J'ai souri pour la première fois depuis mon réveil. Demain. Je n'avais aucune idée que ce demain allait tout détruire. Le 3e jour est arrivé sous un ciel gris et une neige lourde. J'étais réveillé depuis l'aube, les yeux rivés sur la porte. Les infirmières ont apporté le petit déjeuner, mais je n'ai pas pu manger. Mon estomac était noué, non par la douleur, mais par l'anticipation. Aujourd'hui, j'allais voir Mathieu. Je m'étais préparé, j'avais répété ce que je lui dirais. Que la douleur n'était rien. Que je le referais sans hésiter, parce que c'est ce que font les pères. L'horloge au mur a passé 10 heures, puis 11 heures, puis midi. Enfin, juste après 12 heures, la porte s'est ouverte et Mathieu est entré. Pendant une seconde, mon cœur a bondi. J'ai essayé de me lever, tendant la main vers lui. Mathieu.
Mais il n'a pas fait un pas vers moi. Il est resté sur le pas de la porte, les mains dans les poches d'un costume noir impeccable. Ses cheveux étaient coiffés, ses chaussures cirées. On aurait dit qu'il se rendait à un rendez-vous d'affaires, pas à quelqu'un qui venait de subir une opération majeure. J'ai cherché du regard un signe de pansement sur son torse, sous sa chemise. Rien. Où est ton pansement? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il me fixait avec des yeux froids. Vides. Puis je les ai vus. 2 personnes sont entrées derrière lui. Une femme en tailleur sombre, la trentaine, portant une mallette en cuir noir, et une femme plus jeune aux cheveux blonds, les yeux rivés sur son téléphone. Mathieu. Ai-je dit lentement. Qui sont ces gens? La femme en tailleur a fait un pas en avant. Son sourire était professionnel, tranchant. Monsieur Lefebvre, je m'appelle Maître Claire Beaumont. Je suis l'avocate de votre fils. Avocate. Le mot m'a frappé comme une gifle. Avocate. Pourquoi? Maître Beaumont a sorti une grande enveloppe de sa mallette et l'a posée sur le lit près de moi. C'est une mise en demeure avec avis d'expulsion, monsieur Lefebvre. J'ai fixé l'enveloppe, puis elle, puis Mathieu. Je ne comprends pas. Vous avez signé l'acte de cession de votre appartement à votre fils avant l'opération, a dit Maître Beaumont calmement. La propriété lui appartient désormais légalement. Mais non. Ai-je bafouillé? C'étaient des formulaires de consentement médical. Il fallait lire les petits caractères, papa, a lancé Mathieu. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à ouvrir l'enveloppe. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être transféré dans une résidence senior, une maison de retraite médicalisée, a-t-il dit. J'ai déjà payé 6 mois d'avance. Une maison de retraite? Il me mettait à l'hospice. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un bruit sourd, comme de la glace qui cède sous un poids trop lourd. Mais... Je t'ai donné mon rein, ai-je murmuré, la voix à peine audible. Je t'ai sauvé la vie. Mathieu a penché la tête. Et pour la première fois, j'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. De l'amusement. Et ton opération? Ai-je demandé. Et ton rein? Il a souri. Un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Il n'y a jamais eu d'opération pour moi, papa. La pièce s'est mise à tanguer. Les murs se sont resserrés. Je n'arrivais plus à respirer. Quoi? Je n'ai jamais été malade. La blonde derrière lui, Tiffany, a enfin levé les yeux de son téléphone. Elle a eu un rictus méprisant. J'ai fixé Mathieu, le fils que j'avais élevé, l'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo. L'homme à qui je venais de donner une partie de mon corps pour le sauver. Et je ne voyais qu'un étranger. Pourquoi? Ai-je chuchoté. Il a haussé les épaules. Parce que je le pouvais. Ma poitrine semblait creuse, comme si on m'avait arraché tout ce qui comptait. Mon rein, ma maison, mon fils. Tout avait disparu. Maître Beaumont s'est raclé la gorge. Monsieur Lefebvre, je vous suggère de prendre connaissance des documents. Elle m'a tendu une carte de visite. Je ne l'ai pas prise. Elle est tombée au sol. Mathieu s'est détourné pour partir. Tiffany l'a suivi, toujours sur son téléphone. Claire a fermé sa mallette d'un coup sec. Et juste comme ça, il s'en allait. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, pour hurler, pour supplier, mais aucun son n'est sorti. Avant que la porte ne se referme, elle s'est rouverte violemment. Une femme a fait irruption. Elle portait une blouse blanche par-dessus un pyjama de bloc bleu. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon serré, et son visage respirait la fureur. Elle ne me regardait pas. Elle fixait Mathieu droit dans les yeux. « Arrêtez-vous tout de suite », a-t-elle ordonné. Sa voix a tranché l'air comme une lame. Mathieu s'est figé, et pour la première fois, j'ai vu la peur traverser son visage. Je suis le docteur Rebecca Steiner, chef du service des transplantations de cet hôpital. Mathieu a redressé les épaules, lissant sa veste. Docteur, c'est une affaire de famille privée. Le trafic d'organes n'est jamais une affaire privée, monsieur Lefebvre. Les mots sont restés suspendus comme une fumée toxique. Je ne comprenais pas.
J'ai regardé le docteur Steiner, puis Mathieu. De quoi parlez-vous? Ai-je demandé. L'expression du docteur Steiner s'est adoucie en se tournant vers moi, mais très légèrement. Votre fils n'a jamais été malade, monsieur Lefebvre. Les mots ne s'enregistraient pas. Mais les tests. Le médecin a dit qu'il était en insuffisance. Ces médecins ont été payés. Les dossiers ont été fabriqués de toutes pièces. J'ai secoué la tête, attendant que Mathieu dénie. Il ne disait rien. Mais j'ai vu les examens. Ai-je murmuré. Vous avez vu des faux. Mes mains ont agrippé les accoudoirs du fauteuil jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Alors, où est mon rein? Le docteur Steiner n'a pas hésité. Il a été transplanté chez un autre patient. Jean-Pierre Lanvin. Un homme qui, lui, était réellement en train de mourir. Le nom ne me disait rien, mais la façon dont elle l'avait prononcé m'a retourné le ventre. Mathieu a fini par parler. C'est ridicule. Ah bon? Le docteur Steiner a sorti une tablette de sous sa blouse. Il n'y a aucune trace de votre admission ici en tant que patient, monsieur Lefebvre. Aucun bilan sanguin, aucun rendez-vous de dialyse. Rien. Le visage de Mathieu a blêmi. Maître Beaumont a tenté d'intervenir. Docteur Steiner, je ne pense pas que... Votre client a commis une fraude, a coupé le médecin. Contre son propre père. Contre cet hôpital. Contre la loi française. Je ne pouvais plus respirer. La pièce rétrécissait. Le docteur Steiner m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la pitié dans ses yeux. L'argent, monsieur Lefebvre. Votre fils a vendu votre rein pour 500 000 euros. 500 000 euros? Le chiffre était trop gros, impossible. J'ai regardé Mathieu. C'est vrai. Il n'a pas répondu, fixant le sol. Mathieu. Ai-je crié, la voix brisée. Est-ce que c'est vrai? Toujours rien. La famille de monsieur Lanvin a organisé une transaction privée, a expliqué le docteur Steiner. On leur a dit que le donneur était votre fils. Un jeune homme souhaitant aider un inconnu. Ils ont payé en conséquence. Mais ce n'était pas lui. Ai-je dit. Non, c'était vous. Et il a empoché l'argent. Jusqu'au dernier centime. J'ai regardé mon fils. Celui que j'avais élevé. Celui à qui j'aurais confié ma vie. Pourquoi? Ai-je encore demandé. Mathieu a fini par lever les yeux. Son regard était froid, vide. Parce que je le pouvais. Ce n'était pas une explication. C'était un mépris total. Ces 4 mots m'ont frappé plus fort que tout le reste. Plus fort que l'avis d'expulsion. Plus fort que les 500 000 euros. Parce que je le pouvais. C'était tout ce que je valais à ses yeux. Une opportunité financière. Le docteur Steiner a contracté la mâchoire. Monsieur Lefebvre, restez là où vous êtes. Je m'en vais, a dit Mathieu en se dirigeant vers la porte. Non, vous n'irez nulle part. Mathieu l'a ignoré et a saisi la poignée. Le docteur Steiner n'a pas bougé, ne l'a pas poursuivi. Elle est restée là, les bras croisés, avec un petit sourire froid et confiant. Allez-y, dit-elle doucement. Essayez. Mathieu a ouvert la porte et s'est figé. Dans le couloir se tenaient 2 policiers en uniforme. Mathieu a reculé. Son visage était livide. J'ai passé un appel avant d'entrer dans cette chambre, a dit le docteur Steiner. Pensiez-vous vraiment que je vous laisserais partir comme ça? Tout s'est passé très vite. Les 2 agents sont entrés. L'un d'eux, le brigadier-chef Vallet, avait des cheveux gris et un regard calme. Le second, plus jeune, avait sa radio fixée à la ceinture. Laissez-moi passer, bafouillait Mathieu, la voix tremblante. C'est un malentendu. Mathieu Lefebvre, a dit l'agent Vallet d'un ton professionnel. Vous êtes en état d'arrestation. L'autre policier a sorti les menottes. Retournez-vous, monsieur. Mathieu a cherché de l'aide du regard auprès de Claire, de Tiffany, du docteur Steiner. Il n'y en avait aucune. Il s'est exécuté lentement. J'ai entendu le clic métallique des menottes se refermer sur ses poignets.
Il a tourné la tête vers moi. Papa. Je peux expliquer. J'ai regardé mon fils. L'homme qui venait de me vendre pour un demi-million d'euros. Et je me suis détourné. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé la neige tomber sur Paris, le monde continuant de tourner sans moi. L'agent valet a pris Mathieu par le bras et l'a conduit vers la sortie. Tiffany a suivi, toujours sur son téléphone. Maître Beaumont a fermé sa mallette et est parti derrière eux. Et juste comme ça, ils avaient disparu. La pièce est retombée dans le silence. Je suis resté là, fixant l'espace vide où mon fils se tenait l'instant d'avant. Le docteur Steiner a tiré une chaise et s'est assise près de moi. Je suis navré que vous ayez dû l'apprendre ainsi, monsieur Lefebvre, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Combien avez-vous dit? Ai-je fini par demander. 500 000 euros. J'ai hoché la tête lentement, comme si ce chiffre avait un sens. Le médecin est resté silencieux un moment. Monsieur Lanvin ne connaît pas encore toute la vérité. Mais il la saura, et je pense qu'il voudra vous rencontrer. Je ne veux voir personne, ai-je dit. Elle a posé une carte sur la table de chevet. Quand vous serez prêt. En arrivant à la porte, elle s'est arrêtée. Monsieur Lefebvre, vous avez sauvé la vie d'un homme aujourd'hui. Que vous l'ayez voulu ou non, cela compte. Puis elle est partie aussi. Je me suis retrouvé seul dans la chambre vide. Les machines bipaient. La neige tombait. Et quelque part dans cette ville, on emmenait mon fils en garde à vue. J'ai réalisé une chose. Je l'avais perdu bien avant aujourd'hui. Bien avant l'opération. Bien avant qu'il n'arrive en pleurant à ma porte. Je ne le savais simplement pas encore. 2 jours plus tard, un inconnu est entré dans ma chambre. Il portait un costume de luxe. Son visage était émacié, pâle, mais ses yeux étaient clairs. Vivant. Il s'est tenu au pied de mon lit et a prononcé 3 mots qui allaient tout changer. Vous m'avez sauvé. Je savais qui il était avant même qu'il ne parle. Tout le monde à Paris connaissait Jean-Pierre Lanvin, le magnate de la tech, le philanthrope dont les entreprises employaient des milliers de personnes. L'homme qui avait maintenant mon rein. Il semblait plus mince que sur les photos. Ses mouvements étaient prudents, mais son regard était sincère. Monsieur Lefebvre, puis-je m'asseoir? J'ai acquiescé. Il s'est installé lentement, comme quelqu'un qui connaît la douleur. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pensais que le donneur était votre fils, dit-il enfin. Un jeune homme voulant aider de façon anonyme. J'ai détourné les yeux. Mon fils ne voulait qu'aider son compte en banque. L'expression de Lanvin n'a pas changé, mais une lueur a traversé ses yeux. Quand le docteur Steiner m'a dit la vérité, j'ai été horrifié. Je suis malade depuis 2 ans. Mes petits-enfants pensaient que j'allais mourir. Mon médecin me donnait quelques mois. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Lefebvre. Que vous l'ayez voulu ou non. Je ne voulais sauver personne, ai-je répondu. Mais vous l'avez fait. Je sais que vous n'avez plus de maison où retourner. Mais moi, j'en ai une. Et mes petits-enfants ont besoin d'un précepteur. Quelqu'un de patient, quelqu'un qui sait ce que signifie transmettre. Je me suis raidi. Je ne veux pas de charité, monsieur Lanvin. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit fermement. C'est de la gratitude. Et peut-être une seconde chance pour nous deux. Je l'ai observé. Cet homme ne me devait rien. Je n'avais pas choisi de le sauver. J'avais été manipulé, utilisé. Pourtant, il était là, m'offrant ce dont je ne savais même pas avoir besoin. Un endroit, un but. Son assistant a posé une carte sur la table. Réfléchissez-y, a dit Lanvin en se levant. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Mais je crois que nous savions tous les deux que la décision était déjà prise. J'ai regardé cet étranger qui me devait tout et rien à la fois, et pour la première fois depuis 5 jours, j'ai ressenti autre chose que de la trahison. J'ai ressenti une possibilité. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a souri et est parti. La pièce semblait soudain plus chaude, plus lumineuse. J'ai pris la carte. C'était simple. Un nom, un numéro, et une adresse du côté de Neuilly-sur-Seine. Je ne le savais pas encore,
mais cette décision allait me sauver. Non pas de la pauvreté, mais de la solitude. 2 semaines plus tard, j'habitais dans une demeure qui n'était pas la mienne, me remettant d'une chirurgie qui avait sauvé un inconnu. Le domaine des Lanvins était magnifique, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc privé. Je passais mes matinées à marcher lentement dans les jardins, testant mes forces, sentant la cicatrice tirer à chaque pas. Cet après-midi-là, un inspecteur de police, Monsieur Morel, est venu me voir. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris et les yeux fatigués de ceux qui ont vu trop de familles s'autodétruire. « Nous montons un dossier contre votre fils, Monsieur Lefebvre, a-t-il dit calmement. J'ai besoin de vous montrer quelques preuves. Il a fait glisser l'impression d'un SMS sur la table. Un message de Mathieu à Tiffany. Le vieux ne saura jamais. C'est l'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. J'ai fixé les mots. Ils se sont brouillés. Morel a continué. Nous avons une chronologie montrant que votre fils a commencé à préparer cela il y a 6 mois. Falsification de dossiers médicaux, corruption d'un technicien de laboratoire pour simuler les résultats. Et puis, il y a le virement bancaire. 500 000 € déposés 2 jours après votre opération. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Votre fils a fait beaucoup d'erreurs, Monsieur Lefebvre. Il a été cupide et négligent. Nous en avons assez pour l'envoyer derrière les barreaux pour longtemps. J'ai regardé mes mains. Des mains de vieil homme. Inspecteur. Est-ce que mon fils m'a un jour aimé? La question est restée suspendue. Morel a soupiré. Je ne sais pas, monsieur. Mais je sais qu'il ne vous respectait pas. J'ai acquiescé. C'était la réponse que j'attendais. Peut-être la seule honnête. Le procès est fixé dans 3 mois, a ajouté Morel. Allez-vous témoigner? J'ai de nouveau regardé ma cicatrice. L'avis que j'avais donné sans le savoir. Oui, ai-je dit. Je le ferai. Certaines vérités doivent être dites. Le jour du procès est arrivé. Le tribunal de grande instance était plus froid que la pluie qui tombait dehors. J'ai franchi les lourdes portes et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. La salle était comble. Au premier rang, derrière la table de la défense, se tenait mon fils. Mathieu portait un costume sombre, ses cheveux étaient soignés. Il avait l'air normal, respectable. Il avait l'air d'un menteur. La procureure a commencé. Madame la juge, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Email, SMS, relevé bancaire. Tout indique un plan délibéré et calculé pour escroquer le propre père de l'accusé. Le docteur Steiner est venu à la barre. L'accusé n'a jamais été malade. Il a manipulé son père en lui faisant croire que sa vie était en danger. Un expert financier a suivi. L'argent a été utilisé pour des achats de luxe, une voiture de sport, un voyage aux Bahamas. Pas un seul euro n'est allé à des frais médicaux. Puis la procureure s'est tournée vers moi. L'accusation appelle Arthur Lefebvre à la barre. Mes jambes tremblaient. J'ai prêté serment. Monsieur Lefebvre, pourquoi avez-vous accepté de donner votre rein? J'ai regardé les jurés. Parce que c'était mon fils, ai-je dit. Et que je l'aimais. L'aimez-vous toujours? Je suis resté silencieux longtemps. J'ai regardé Mathieu. Il ne croisait pas mon regard. J'aime le fils que je pensais avoir, ai-je dit doucement. Mais ce fils n'a jamais existé. L'avocat de Mathieu s'est levé. Madame la juge, mon client a fait une terrible erreur sous la pression financière. La procureure l'a coupé. Une erreur ou un plan de 6 mois pour exploiter son propre père. Mathieu s'est levé d'un bond. J'étais désespéré. La voix de la juge était de glace. Vous avez fait un choix, monsieur Lefebvre. Un choix calculé et cruel. Puis elle m'a regardé. Monsieur Lefebvre, souhaitez-vous vous adresser directement à votre fils? Je me suis levé. Je suis descendu de la barre et j'ai marché jusqu'au centre de la salle, face à lui. Mathieu, j'ai dit. Je t'ai donné la vie 2 fois. Une fois quand tu es né. Je t'ai tenu dans la salle d'accouchement, j'ai compté tes doigts, j'ai promis de te protéger pour toujours. Et une seconde fois quand je t'ai donné mon rein. Sauf que je ne te l'ai pas donné. Tu me l'as pris.
Tu as regardé ton père et tu n'as vu que des signes oraux. Tu n'as pas vu l'homme qui a cumulé 2 jobs pour te payer tes études. Tu n'as pas vu l'homme qui est resté seul pendant 5 ans après la mort d'Elan, espérant un appel. Tu n'as vu qu'un vieux fou. Un vieil homme à utiliser et à jeter. Peut-être que j'ai été un fou. Mais toi, Mathieu. Tu n'es plus mon fils. La salle était silencieuse. La juge a rendu son verdict. Mathieu Lefebvre, vous êtes reconnu coupable d'escroquerie, d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables, de trafic d'organes et de falsification de documents. Je vous condamne à 10 ans de réclusion criminelle. Les policiers se sont avancés. Mathieu a jeté un dernier regard vers moi, mais je m'étais déjà détourné. Jean-Pierre a posé sa main sur mon épaule. Certaines personnes ne méritent pas qu'on se retourne une seconde fois sur elles. En sortant du tribunal, je savais qu'un chapitre venait de se clore, mais j'ignorais que le suivant serait celui qui vaudrait le plus la peine d'être vécu. 1 an plus tard, le printemps est revenu sur Paris. Les arbres le long des quais de Seine bourgeonnaient d'un vert tendre. La lumière inondait le bureau du domaine Lanvin où j'étais assis avec 3 enfants autour d'une table couverte de livres. Grand-père Arthur, a dit la petite Léa en tapotant son cahier, je ne comprends pas ce problème de maths. Je me suis penché, patient. Voyons ça ensemble. Lucas dessinait dans les marges, Chloé avait déjà 2 chapitres d'avance. Il m'appelait grand-père Arthur. Je n'étais pas leur grand-père de sang, mais j'étais le leur quand même. Jean-Pierre est apparu sur le pas de la porte, souriant. Arthur, une petite promenade. Nous avons marché dans le parc. Jean-Pierre avançait lentement, mais il avait retrouvé ses couleurs. Il était en vie, en bonne santé. Tu m'as donné plus qu'un rein, Arthur, a-t-il dit. Tu m'as rappelé ce que la famille est censée être. Tu m'as donné une famille quand je n'avais plus personne, ai-je répondu. En rentrant, une lettre m'attendait sur le guéridon de l'entrée. J'ai reconnu le nom immédiatement. Mathieu Lefebvre. Je l'ai fixé un long moment. Puis je l'ai tendu à Jean-Pierre. Certaines portes doivent rester fermées, ai-je dit. Jean-Pierre n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête et a mis la lettre de côté. Est-ce que tu regrettes parfois? M'a-t-il demandé. Le don? J'ai regardé le jardin. Je regrette d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais je ne regrette pas la gentillesse. Serein t'a sauvé la vie. Ça en valait la peine. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner. 3 générations. Des rires. Des histoires. J'ai regardé autour de la table et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. J'étais à ma place. Ce n'était pas la famille dans laquelle j'étais né, mais c'était celle que j'avais choisie, et ils m'avaient choisi aussi. Plus tard, devant le miroir, j'ai regardé ma cicatrice. Elle s'était estompée, mais elle était toujours là, une fine ligne sur mon flanc. Les cicatrices vous rappellent ce à quoi vous avez survécu. Et j'ai survécu. Avant que cette histoire ne finisse, je veux vous dire une chose. L'amour ne se mesure pas au sang. Il se mesure au respect. J'ai passé 65 ans à croire que la famille était une question de biologie, qu'un fils aimerait son père parce qu'il partage le même ADN. J'avais tort. Mathieu n'a pas perdu son père parce que je suis parti. Il l'a perdu parce qu'il a été le premier à partir, loin de l'honneur, de la gratitude et de l'humanité. Mais moi, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé des gens qui m'estiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Si vous vous êtes déjà senti utilisé par quelqu'un que vous aimiez, sachez ceci. S'en aller n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. Et vous méritez ce choix. En dînant avec les Lanvin, j'ai compris une chose. La maison n'est pas là où l'on est. La maison est là où l'on est valorisé. Et j'étais chez moi. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas d'être sur un lit d'hôpital pour réaliser qu'une confiance aveugle peut tout vous coûter. Ne donnez pas des morceaux de vous-même à des gens qui ne voient en vous que des pièces de rechange. La famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect. Mathieu et moi partagions l'ADN, mais nous n'avons jamais partagé les mêmes valeurs. Jean-Pierre et moi n'avons aucun lien de parenté, mais nous partageons quelque chose de plus profond. La dignité et la foi. Dieu, ou le destin, m'a conduit sur cette table d'opération pour une raison.
Non pas pour sauver mon fils, mais pour sauver un homme qui me rappellerait ce que signifie vraiment la famille. J'ai tout perdu pour trouver ce qui me manquait depuis toujours. Un endroit où j'appartiens. Et quand je pensais ne plus rien avoir, j'ai reçu 3 petits-enfants qui m'appellent grand-père Arthur. Non parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Les histoires comme la mienne ne sont pas rares. Chaque jour, des aînés sont utilisés, jetés et oubliés par ceux pour qui ils ont tout sacrifié. Mais ce sont aussi des histoires de rédemption. Des histoires où les cœurs brisés retrouvent leur force. S'éloigner de la toxicité n'est pas une trahison, c'est de la survie. Rappelez-vous. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous feront jamais vous sentir comme une transaction financière. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour se choisir. Et jamais trop tard pour trouver la famille que vous étiez censé avoir. Ma douleur n'a pas été gâchée. Elle a servi à me ramener à la maison. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.